Et voilà, c'est le démarrage de mardi tout spécial en votre compagnie. Mardi à la fois pluvieux et studieux. Et puis le contexte est à pic, la reprise des cours en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre dans l'émission qui raconte vos histoires, toutes vos histoires. C'est midi qui décide de repasser aujourd'hui le numéro du 10 janvier 2019, le témoignage de ce jeune Ivoirien qui rêvait de rejoindre la NASA. D'ailleurs, son ambition est toujours intacte. La NASA, vous le savez, c'est la prestigieuse agence de recherche aéronautique et d'exploration spatiale. Quelles étaient les ambitions de nos chers collaborateurs autour de la table? On va faire on va faire le round, en commençant bien sûr par ma chère Cassandra. Bonjour. Bonjour Jean-Michel. Cassandra, lorsque vous étiez au lycée, peut-être en terminale ou en première, vous avez quel rêve dans la tête pour l'avenir que vous vivez aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est celui que vous ambitionnez. Je voulais être avocate. Avocate. Ouais. D'accord. Tout le monde. Avocate d'affaires, avocate... Droit public, droit privé, tout. D'accord. Ouais. Et vous avez le sentiment d'avoir raté votre vie? Non. Non, du tout, mais la passion a pris le dessus, quoi. Ah d'accord, Voilà. il y avait une double passion, une seconde passion. Voilà. D'accord, celle de la communication. De toute façon, un avocat, ça a besoin aussi de bien s'exprimer, Oui, d'avoir c'est ça. un bon contrôle de la langue Exactement. française. Et avoir du charisme. Du charisme, d'accord. Devant les juges. Vous n'en manquez pas, hein. Ah, merci, c'est gentil. D'accord, avec le sourire toujours, on se tourne maintenant vers Paulus Agathon. Il était en kaki il y a quelques années. Ouais. et des rêves plein la tête. Oui, et quand j'étais encore en culotte, j'avais envie d'être pilote. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, j'aime Après, bien, j'ai balayé ce rêve pilote. assez rapidement. Assez rapidement, pourquoi? Oui, parce que je me suis découvert une passion pour le monde informatique, et j'ai voulu faire carrière dans la sécurité informatique. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis dans les médias, mais je suis toujours au contact de l'outil informatique. technologique informatique. Ouais. La conjugaison de la machine et de la pensée. Absolument. Ah ouais. On a quelques petites notions quand même. Hein. D'accord. En tout cas, bonjour, merci d'être là, Paulus. À côté, il y a Dr Philo, qui ne sais pas si c'est du Mickey Mouse. C'est quoi le style de... Non, mais ça fait rêver, au fait. C'est des lunettes de rêve. Quand vous avez ça, vous voyez tous les contours, vous voyez un peu, vous contemplez. Et lui, souvent, c'est quoi? C'est une vision métaphysique ou 3D, 4D? non, c'est même pas ça, c'est hétérométaphysique. C'est-à-dire, c'est tous les contours, voilà. Et souvent, quand vous êtes sur les plateaux de télé, dites la vérité aux gens. Comment toi, tu peux être en culotte, et puis après, un rêve là, se dissipe. Au fait, la vue qu'il n'y avait plus de moyens, en fait. Donc, il fallait changer des rêves. Mais je suis pas... Et vous, sinon, moi, j'ai toujours... au collège, au lycée, j'ai toujours... comment vous vous projetiez? Non, mais quelqu'un qui apporte toujours la joie. La joie dans... C'est pas un métier, apporter la joie? Non, j'ai toujours voulu, pas forcément sur un plateau de télé, mais peut-être sur des scènes. Et même m'arrêter au centre-ville, dans un rond-point, apporter la joie. C'était mon rêve, franchement. Je suis sûr que ce mec n'est pas sérieux. Toi, dit pour toi, là, est-ce que quelqu'un a parlé de ça? Et en même temps, pour dire que le rêve n'est pas... Le rêve, je vais dire que on rêve chaque fois, en fait. Quand on atteint un but, Vous avez rêvé plusieurs carrières, voilà. C'est ça que vous voulez nous dire? Aujourd'hui, j'ai atteint ce but-là, d'apporter de la joie. Et je rêve toujours de devenir soit, où je suis là en tout cas, ministre de l'économie, des finances, chargé du budget de l'État, réceptionniste des dons. C'est moi, on envoie tous les dons. Et puis, non, franchement, non, ne rions pas, c'est vraiment un rêve. Oui, ça, c'est vraiment un rêve. Réceptionniste des dons. Tu peux dire c'est magasin, regardez les dons là, c'est ça, regardez le magasin là. Allez, merci beaucoup. On espère que tout ça apporte du soleil dans votre mardi, en notre compagnie. Mesdames et messieurs, on retrouve sans tarder le petit jeune ambitieux Lago Adams Emmanuel. Vous aurez son actualité en retour. Et puis, je tiens à préciser que c'est vrai que le thème est formulé comme suit. J'ai 18 ans et mon rêve est d'être le premier Ivoirien à la NASA. Mais à la vérité, il y a déjà un Ivoirien à la NASA depuis 17 ans maintenant qui s'appelle Olivier Kouadio-Brou. On dira peut-être le docteur Olivier Kouadio-Brou qui est titulaire déjà depuis la Côte d'Ivoire. Il a obtenu un doctorat en physique de l'atmosphère à l'université de Cocody en 97. Ça fait 17 ans qu'il travaille à la NASA au centre de recherche Goddard Space Flight Center à Greenbelt. C'est juste à côté du quartier général de la NASA qui est à Washington, D.C. C'est une fierté pour notre pays. Et peut-être que ce garçon aussi, demain, deviendra un fleuron de l'écosystème physique, spatial, etc. De notre pays, du continent africain, pourquoi pas. Allez, on se replonge dans son histoire et on revient juste derrière. C'est en 2016 que vous foulez le sol sud-africain, pas spécifiquement pour les études, mais parce que votre père était affecté, voilà, par rapport à ses fonctions. Il se retrouve à la NASA, donc il est bien obligé de partir avec vous. Et quand vous arrivez, vous êtes en classe de première. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en tant soit peu comment est-ce que ça s'est passé, votre arrivée en Afrique du Sud, les appréhensions que vous aviez, tout cela? Il faut dire que en 2015, mon père qui était à Abidjan,
étant missionnaire dans une église évangélique, il a été affecté à Boisflé. Et donc, à Boisflé, j'étais en classe de première C. D'accord. Et c'est là qu'en février 2016, mon père a été affecté en Afrique du Sud. C'est pas tout le monde quand même qui est en classe de première C, hein, qui opte pour cette série-là. Vous étiez donc un élève brillant auparavant? Depuis l'école primaire, j'étais brillant, mais arrivé au lycée, j'ai relâché un peu. Et en classe de seconde, je me suis... Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'était l'enfance, au fait. Je jouais beaucoup en classe de 5e et autres. Mais en classe de seconde C, je me suis ressaisi au lycée Nagui Abogua d'Adjamé, où j'ai terminé premier. Alors, une fois en Afrique du Sud, justement, à quel genre de réalité vous êtes confronté? Arrivé en Afrique du Sud, le premier challenge que j'ai rencontré, c'était la langue. Parce que je viens d'un pays francophone et je me retrouve dans un pays où on ne parle que l'anglais. Et donc, c'était ça. Il fallait que je m'adapte. Et quelques temps après, je me suis inscrit dans un lycée de la place, en classe de première, puisqu'on m'a demandé de reprendre la classe. Il fallait aussi que je m'adapte au système qui est quand même différent de celui de la Côte d'Ivoire. Mais comment vous avez fait pour vous adapter aussi vite? Justement, déjà par rapport à la barrière linguistique, vous m'avez dit que vous vous êtes adapté, mais forcément, vous avez opté pour certaines stratégies pour que les choses aillent vite, pour que vous puissiez faire une bonne classe de première. C'est vrai. Mon père étant missionnaire, avant que je ne puisse m'inscrire à l'école, les jours où je ne faisais rien, j'étais à la maison. Voilà, je décidais de le suivre et lorsqu'il y avait des campagnes d'évangélisation et autres, je profitais de ces opportunités-là pour échanger, pour communiquer avec les Sud-Africains qui sont là-bas. Et en parlant, c'est comme ça que mon niveau de langue s'est amélioré. Et la classe de première s'est super bien passée? Pas tellement. J'étais encore dans le processus de l'adaptation, mais c'est en classe de terminale que tout a commencé. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant parce que vous avez juste une année d'adaptation, vous passez en classe de terminale et vous êtes classé meilleur élève de votre établissement et du district. Non seulement de votre établissement, mais aussi du district. Et vous obtenez jusqu'à 6 distinctions, franchement, 6 distinctions au bac et 4 certificats, plus un trophée pour récompenser votre génie. Franchement, je ne sais pas. Je suis sans voix par rapport à toutes ces distinctions. Et je me dis, mais comment est-ce que vous avez fait? Quelle stratégie vous avez mis sur pied pour obtenir ces résultats? Comment vous avez étudié? Franchement, c'est vrai que vous étiez intelligent, mais comment vous avez étudié? Comment vous avez travaillé? Étant en classe de première, puisque depuis déjà l'enfance, j'avais ce rêve-là d'un jour pouvoir travailler dans l'industrie du transport aérospatial. C'est comme ça que j'ai fait les recherches sur les institutions qui offraient cette formation-là. Et voilà, je suis tombé sur l'université dans laquelle j'étudie présentement. Et les critères d'admission étaient vraiment très élevés parce que ce n'est pas une filière facile. Voilà. Il fallait avoir au moins 70% dans toutes les matières scientifiques et aussi en anglais. Et c'est comme ça, lorsque je suis arrivé en classe de terminale, je me suis engagé dans un programme de révision très intense. Voilà, ma journée, c'était de 7h à 17h. J'allais à l'école. J'avais à peine 1 heure pour me changer, pour manger et autres. Et de 18h à 22h, j'étais dans un autre programme d'études. Et c'était la même chose les week-ends, les samedis et les dimanches. Donc tous les jours, c'était études, études. C'est ça. Et vous nous avez confié qu'à l'issue de cela, vous êtes tombé malade. Oui. C'était tellement intense. C'était tellement intense que vraiment, j'ai pas supporté. Nous sommes allés voir le docteur, il a dit que c'était la fatigue accumulée. Donc, mais justement, il y a forcément des élèves qui nous regardent et qui se disent « Ah, nous-mêmes là, on étudie plus que ça, on a fait les décapis ici. » Les décapis, c'est des gens, les élèves qui veillent toute la nuit, qui étudient, qui font des exercices, mais qui n'ont pas forcément ces résultats. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments, il n'y a pas d'autres secrets que vous ne nous avez pas encore livrés sur ce plateau? Je pense qu'il y a aussi la volonté de vouloir bien faire. Voilà, il faut être très attentif en classe. En classe, depuis l'époque où je me suis ressaisi en classe, j'étais un élève très attentif. Il ne faut pas perdre le temps à bavarder. Il n'y a pas de gris-gris, vous n'attachez pas de gris-gris pour aller à l'école. Non, pas du tout.
J'imagine quand même, vous avez 18 ans, à l'époque vous aviez quoi, peut-être 16 ans? En terminale, j'avais 16 ans, j'étais sur le point d'avoir mes 17 ans. Voilà, à 16 ans, on est encore un adolescent, on a quand même des amis. Est-ce que vous aviez des amis à cette époque-là? Pas vraiment, non. Forcément, Pas quand vraiment. on étudie tout le temps. Donc finalement, quel était votre seul centre d'intérêt? C'était juste vos études ou vous aviez des moments quand même de distraction un tout petit peu? Quelquefois, parce que j'aimais seulement m'associer avec des élèves brillants, souvent même mieux que moi. Donc, avec ces personnes-là qui m'entouraient et qui m'aidaient sur le plan académique, de temps en temps, on allait se distraire. Mais Ah, À votre c'est- façon, j'imagine. Voilà. Ça aussi, c'est une bonne stratégie quand même. Ce que je veux comprendre, c'est votre objectif. Je me demande si c'est pas pousser trop loin le bouchon. Il est tellement haut, il est tellement grand, parce que c'est beaucoup d'exigences quand même que de vouloir être à la NASA et de savoir qu'il n'y a vraiment pratiquement pas d'Africains là-bas et que vous décidez d'avoir ce rêve-là. Sur quoi vous comptez exactement? C'est vrai, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Moi, Ça, j'adore. Difficile, mais pas impossible. Si Modibo Diarra a pu accéder à la NASA, c'est que vous aussi, en tant qu'Ivoirien, vous pouvez le faire. C'est cela. Au passage, Modibo, on l'a reçu sur le plateau de C'est Midi. Voilà. Quand même, chic émission. Voilà, donc c'est un peu ça mon rêve, être le prochain Modibo. Parce que il y a sur tous les continents beaucoup de nations qui ont au moins Un représentant. un représentant à la NASA, mais ici en Afrique, on a seulement une seule personne. Et il n'est même pas de la Côte d'Ivoire. Pour moi, ce serait un honneur. C'est pouvoir rendre ma patrie fière, au fait. Mais Voilà. en dehors de ce rêve-là, qu'est-ce que vous allez y faire concrètement? Concrètement, c'est de pouvoir pratiquer ma passion. J'ai toujours une passion pour l'aéronautique. Voilà, de la conception jusqu'à la production. Je suis l'actualité de tout ce qui se passe dans ce domaine. Voilà, donc c'est un peu ça. Allez-y. Oui, moi je suis un peu curieux, excusez-moi. Je veux savoir comment vous arrivez à concilier l'esprit cartésien et votre foi chrétienne. Bon, Descartes aussi le faisait. Hein. Oui. Non, il a dit que son père était missionnaire, mais il ne nous a jamais dit qu'il était croyant. Si, il est chrétien. Hein. Enfin, c'est juste pour vous charmer. Il est chrétien. Je le sais. Allez-y. C'est vrai. C'est une question que beaucoup de mes amis me posent. Parce que lorsque vous étudiez autant avec toutes ces connaissances scientifiques-là, on tend quand même un peu à douter tout ce qui est religieux. Parce qu'on travaille beaucoup avec la science, au fait. C'est clair. Et donc, au début, c'était difficile, mais il faut savoir faire la part des choses. La connaissance à l'école et la foi sont deux choses différentes. Il y a ce qu'on appelle des vérités personnelles et il y a des vérités objectives. Voilà, ma foi, c'est ma vérité personnelle à moi. Je ne la mélange pas avec tout ce que je fais de scientifique à l'université. Vous avez un but extraordinaire, c'est assez inspirant pour tout un chacun justement de pouvoir rêver très très haut. Mais lorsqu'on a un tel rêve comme Caroline a dit qui est assez impressionnant, autour de vous quand vous dites aux gens moi je rêve de travailler à la NASA, comment est-ce que les gens réagissent? Est-ce que de temps en temps on vous dit mais toi tu rêves, franchement tu vas jamais y arriver, ou est-ce que souvent vous êtes confronté à ça, ou plutôt des gens qui vous encouragent? Il y a toujours des personnes pessimistes qui essayent de me décourager, mais Ne les écoutez pas. avec voilà, mais avec ce niveau que j'ai atteint, là, je me suis dit, pour moi, même arriver à ce niveau, c'était impossible. Et donc, si j'ai pu le faire, il n'y a rien d'impossible. Je vais juste continuer à bosser, à faire tout ce que je dois faire pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Voilà. Alors, allez-y. Je veux savoir, vous êtes quelqu'un de très brillant, limite, j'avais envie de demander, est-ce que vous avez conscience de votre QI, vous savez il est de combien ou pas? Non, j'ai pas fait de test de QI. Pas grave. Pourquoi? Euh, C'est pas important pour vous?
Si, on en faisait même à l'université, mais je suis arrivé un peu en retard. Voilà. Donc, je n'ai pas pu passer le test de QI. D'accord. Je voulais savoir, c'est quoi votre relation avec l'échec? Parce que quand on est aussi brillant, on a forcément des moments où on échoue sur un ou plusieurs processus. Comment vous vous comportez lorsque vous échouez? Si c'est déjà arrivé d'ailleurs. Je dirais j'ai jamais repris de classe, d'abord. Donc, l'échec, pour moi, c'est ne pas atteindre le niveau qu'on peut vraiment atteindre. C'est-à-dire, même si j'ai 90% et que je sais que j'ai la capacité d'atteindre 100%, pour moi, c'est déjà l'échec. Donc, Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Alors, avec ce calme-là, il a réponse à tout. Alors, pour aller à la NASA, il faudra d'abord avoir un bagage, un certain bagage intellectuel. En plus de cela, la nationalité américaine qui est obligatoire. Le poste requiert aussi un diplôme en biologie, ingénierie, vous êtes déjà en ingénierie aéronautique, donc sciences physiques ou mathématiques, et d'au moins 3 ans d'expérience professionnelle, ainsi que 1000 heures de vol. Vous êtes prêt à remplir ces conditions? je suis prêt à 100%. Aussi, il faut avoir une très belle santé et une bonne vue. Je vois les lunettes. Oui, j'ai un défaut à l'œil gauche. D'accord. Mais ces lunettes sont plutôt des verres correcteurs. Ah, c'est correcteur. Au fil des années, ça va s'améliorer. En attendant que vous ne finissiez les études, vous serez donc apte. En tout cas, bravo et félicitations. On est très, très fiers de vous. L'échange n'est pas encore terminé. On se retrouvera pour la suite. Mais voici la pub. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi, toujours avec notre Ivoirien. J'ai envie de dire notre fierté. Emmanuel qui est là, Emmanuel Lago, qui est notre invité du jour. Mais en même temps, erratum ou rectificatif, il faut dire qu'il y a d'autres Ivoiriens en dehors de Cheikh Modibo Keïta. Il y a d'autres Africains qui sont donc à la NASA. Déjà, il y a un Camerounais du nom de Dr Ernest Simon. Il y a aussi un Ivoirien. Certainement que le domaine est différent. Il y a un Ivoirien qui s'appelle Olivier Kouadio Obrou. Voilà. Donc, c'est important quand même de le mentionner. Alors, vous, votre spécificité, ce que vous voulez faire exactement à la NASA, c'est quoi? Après mon bachelor en ingénierie aéronautique, je pense me spécialiser en astronautique. D'accord. Voilà. C'est dans ce domaine-là que je veux travailler à la NASA. Les domaines sont différents parce que l'Ivoirien qui est là-bas, lui, il est en électro-jet équatorial. Bon, je ne sais pas à quoi ça correspond. Voilà, La traduction française, je ne sais pas. Ils prennent les fusées là, jet là. Voilà, les jets. Vous êtes sûr, docteur Philo, ne nous racontez pas n'importe quoi, le sujet est sérieux. Ils prennent les fusées là. Mais en même temps, j'ai dit tout à l'heure pendant la pub, j'étais obligé d'appeler à la maison. J'ai mon neveu qui a le même âge que lui. Je dis, il ne mange pas à midi là. Il n'est pas ambitieux cet enfant. Il ne mange pas à midi là. Il ne mange pas. Non. Non, je vous parle en tant que père de famille, quelqu'un qui dépose 2 sacs de riz chaque fin du mois à la maison. C'est lui, quand vous trottez à avoir 1 sac de riz, il dit merci, c'est ce don-là. Il ne rêve jamais. En même temps, je vous demande en tant que père de famille, est-ce que vous rêvez? Oui. Merci Philo, il y a le doyen qui veut. Je me demande si ses rêves se réalisent d'habitude quand il rêve, si ça se réalise. Mais il n'est pas un père de famille. Hein. J'ai entendu en tant que père de famille. Je l'ai mis dans ma peau, fait. Oui, le doyen. Oui, monsieur Adams, ma question est un peu bizarre, mais il faut me répondre quand même. On a l'habitude. Hein. Et que vous inspire l'infini? L'infini, ça vous inspire quoi? L'infini, pour moi, c'est le manque de limites. Voilà, nous vivons dans un monde qui est en 3 dimensions. Et avant, les scientifiques pensaient que l'univers avait une limite jusqu'à ce qu'ils découvrent la propriété de la lumière qui aussi est un élément clé de l'univers, mais qui voyage à une année-lumière par an, au fait. Donc, l'univers s'agrandit à tout moment. Il n'y a pas de limite, au fait. Donc, pour moi, l'infini, ça m'inspire une grandeur. Mais une grandeur qu'on ne peut pas quantifier.
Voilà, c'est un peu ça qui me Adams, tout à l'heure, hors antenne, je disais, je veux bien vous adopter. Est-ce que vous pensez que vos parents vont accepter cela? Ça m'étonnerait, mais bon. Quelles sont les conditions que je dois remplir pour vous adopter? Ça m'étonnerait qu'ils acceptent. Ils vont accepter. Je vais travailler comme vous. Je vais veiller, je vais faire des décapis et les affronter. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux? Oui, mais pas tellement. Vous n'utilisez pas beaucoup les réseaux sociaux? Il y a un que j'utilise particulièrement pour pouvoir communiquer avec ma famille lorsque je suis hors du pays, mais à part ça... Skype? Non, WhatsApp. Non, mais en fait, je pose la question parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes sont sur les réseaux sociaux. On sait que ça prend beaucoup de temps et l'utilisation n'est pas toujours ce qu'ils devraient faire, en fait. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui ne croient plus, qui ont perdu tout espoir en l'école. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes-là qui ne croient plus aux études, qui se disent, bon, de toutes les manières, moi, je vais chercher un petit job, ça ne sera rien, je vais faire des études, de longues études et ça n'apportera pas de fruits. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes? Je peux leur dire que le rêve est permis. C'est vrai, rien n'est facile dans la vie, mais lorsque tu vises la perfection, tu peux ne pas l'atteindre, mais tu vas atteindre au moins l'excellence. Voilà, il faut toujours continuer à bosser, mais sans relâche. Voilà. Vous savez, vous avez une sagesse mêlée de... Comment je peux dire ça? Est-ce qu'on peut dire qu'il est intelligent que vous? Est-ce qu'on peut dire ça? Non mais vraiment, je suis bluffé, vraiment. Alors, au niveau des études, je sais que votre scolarité coûte excessivement cher. Comment ça se passe? C'est toujours les parents qui se débrouillent? Depuis la classe de terminale, mon père avait déjà voulu entamer des démarches pour que j'obtienne une bourse. Mais le système sud-africain clashait avec les périodes d'application. Voilà, pour appliquer, il faut donner le certificat du bac et autres. Et là-bas, les résultats sortent en janvier, donc ça clashait, donc on n'a pas pu. Et encore, l'année dernière, lorsque j'étais en première année, il a fait toutes ces démarches depuis juin, juillet, août 2018, mais jusque-là sans suite. Mais il fallait passer sur le plateau de Sémizi depuis l'année dernière. Considérez que c'est fait. Vous aurez une subvention, vous aurez une prise en charge. Je ne sais pas sur quoi je compte, mais oui, je compte sur non seulement ma foi, mais sur la bonne foi de nos autorités, parce qu'un tel talent, un tel génie mérite d'être accompagné. Franchement, merci beaucoup. Toutes les dames derrière sont d'accord. Ouais, elles sont d'accord avec moi, les dames. Ouais. Merci infiniment, merci beaucoup, parce qu'il n'est pas évident d'allier intelligence intellectuelle et intelligence sociale. Mais on se rend compte en vous écoutant que vous avez les deux, que vous alliez les deux. Vous êtes brillant à l'école, vous êtes posé, vous êtes poli, courtois, et vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. C'est très important. Merci infiniment. Et voilà, quelques semaines après cette émission, Lago Adams Emmanuel est retourné en Afrique du Sud, pays où il faisait ses études pour, disons, complete. Je ne sais pas si son anglais est complete. Enfin, pour terminer sa deuxième année en ingénierie aéronautique à Johannesburg, ce qu'il n'a pas pu faire, malheureusement, parce que les moyens de sa famille étaient assez limités. Donc, décembre 2019, il est rentré à Abidjan. Donc, depuis, d'ici, il a postulé pour être admis dans plusieurs universités à l'international. Il a eu 2 admissions dans une université britannique et l'autre dans une université indienne. Mais là où ça coince, c'est encore les questions budgétaires. Ça coûte au moins 30 millions de francs CFA pour ce type d'études. Bon, ouais, 40 pour certaines universités, effectivement. Il est toujours à la recherche de bourses d'études pour réaliser son rêve. On pense fortement à lui, mais ce qui est bien, c'est qu'il s'occupe en ce moment, en passant une équivalence pour rejoindre une université locale, le temps de toucher à son rêve. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça, vous, autour de la table? Personnellement, moi, je pense que... parce que Jessica, à un moment donné... lui a fait savoir que beaucoup d'élèves ont perdu foi en l'école, etc. Mais je pense que tout part de l'éducation aussi, de l'environnement dans lequel on vit. Je pense que tout le monde a envie de faire des longues études, peut-être réaliser leurs rêves comme lui. Mais s'ils ne sont pas dans un bon environnement, bah, ils baissent les bras, ils se retournent vers la facilité. C'est vrai que lui, il a une vraie détermination, il a une résilience, il pousse vers son Mais on avenir. sent que les parents sont posés. Les parents accompagnent, les parents suivent les étapes. Là, par exemple, il n'a pas eu assez de budget, mais quand même, il réussit à quand même combler le vide. Il ne reste pas là sans rien faire parce que les parents accompagnent. Donc là, moi, en fait, j'aimerais vraiment que
si les parents nous regardent, voilà, vraiment encadrer les enfants, les accompagner, les suivre, c'est très important. C'est la base de tout. C'est vrai. Alors le budget de la NASA, par exemple, c'est 23 milliards de dollars pour l'année 2020. Énormément d'argent investi dans la recherche et le développement dans un pays. Enfin, c'est pas seulement le propre aux États-Unis, mais dans tous les grands pays, on investit énormément dans ces secteurs-là. Paulus Agatan, monsieur informatique, vous pensez que ça envoie un message aux pays africains, peut-être ? Ouais, bon, moi je pense que dans tous les cas, il faut garder espoir. Déjà, je m'inscris dans la même veine que Cassandra, parce qu'aujourd'hui, certains parents se trouvent à imposer des choix à leurs enfants quand ils voient qu'ils ne peuvent pas peut-être arriver à subvenir aux études que voudraient faire ces derniers. Mais après, je pense qu'il faut trouver le moyen de l'orienter d'une certaine manière. Là, par exemple, on a Adams qui a trouvé une alternative, le temps de pouvoir éventuellement trouver une bourse pour continuer ses études. Et je pense que les parents devraient s'inscrire dans cette logique et voilà, ne pas désespérer. Toujours en rappelant que le docteur Olivier Kouadio-Obrou, l'ivoirien de la NASA, lui a obtenu un doctorat en physique de l'atmosphère ici à l'université de Cocody. Et puisque notre cher Lago est en train de faire une équivalence, ce serait peut-être aussi un chemin, voilà, pourquoi pas, à suivre le temps de finalement mettre le pied aux États-Unis et précisément à la NASA, c'est ce qu'on lui souhaite de tout cœur, franchement. Docteur Philo, une réaction de votre part? C'est là, on aborde tous dans le même sens. Et moi, je vais appuyer sur quand même l'apport de l'État parce que ces jeunes gens-là, c'est des génies, c'est des enfants rares. Ça pose peut-être le débat des bourses d'études aujourd'hui. Mais c'est ça, mais l'État doit, c'est la même. Ça devait, depuis son passage sur le plateau de ce midi, mais l'État devait accompagner cet enfant. Moi, je suis dessus quand il attend, on dit qu'il attend bourse. En même temps, il y a une problématique qui se dégage. Alors, être ambitieux, là, il va falloir avoir des moyens pour rêver. En même temps, il y a une problématique qui se dégage en tant que philosophe. Est-ce que si un enfant doit rêver, il doit penser, regarder les moyens de ses parents, en même temps, ça tue le rêve. Voilà, si l'enfant se dit que bon, je suis ambitieux, je donne le meilleur de moi-même, je veux atteindre tel niveau, et puis en même temps, il voit que les moyens sont là, il sait déjà qu'arrivant à un certain moment, l'État peut l'accompagner, mais attends, c'est une bonne chose, mais s'il rêvait et puis aller s'asseoir, puis ta bousse, à quoi sert de rêver? À quoi sert de rêver? Voilà, moi je dis que l'État devrait accompagner, sinon nos gouvernants, je parle de toute l'Afrique en général, devraient accompagner ces génies, parce que c'est des génies, ces gens d'enfants. Du temps, rien que mes rêves. Il y a des gens, les rêves là, à Yopou, on s'est défini deux casiers de bière. Mais regardez cet enfant, son rêve, c'est la NASA. Donc moi je pense que ça ne devait même pas être un problème. Hein? Tout ça, c'est notre façon à nous de continuer à lancer des appels insistants aux personnes dans ce pays en droit de réagir sur ce type de cas-là. Ce sont des ressources qui pourraient servir demain à accélérer le développement de notre pays et à faire aussi tout notre orgueil, notre fierté. Alors j'en profite aussi pour envoyer une pensée spéciale à un ami à moi, je l'aime, qui a perdu son père. Ça fait partie de la vie. Monsieur Assi Ernest, infirmier major à l'hôpital Grand Bassam. C'est un papa pour nous. Hein. Voilà, donc encore une fois, toutes mes condoléances très chères à toi, à ta famille. Et puis courage aussi pour la veillée du samedi 30 mai 2020, 20h, au quartier Belleville. Ça a l'air un peu funeste, mais le Covid aussi, ça tue. Et pour renforcer la sensibilisation sur cette pandémie, je voudrais vous faire voir une vidéo d'un jeune Ivoirien, Michael Zouzoukov, qui est assez fun, très sympathique, mais qui envoie aussi un message super de sensibilisation. On regarde ça ensemble, le temps d'accueillir notre docteur Linda Kaboré. Bonjour tout le monde. Je me nomme Kovi Junior, ex-membre actif de la Corona Gang. J'aimerais ici inviter tout et chacun à observer les mesures sanitaires mises en place pour freiner notre propagation. Les gars, portez un masque, lavez vos mains avec de l'eau et du savon ou à défaut du gel hydroalcoolique. Restez confinés chez vous tant que cela reste possible. C'est très important. Ça nous ralentit mal. Comment on va faire pour vous infecter si on ne peut pas avoir accès aux zones sensibles que sont vos yeux, votre nez et votre bouche? Vous n'avez aucune idée de l'impact de ces gestes simples et des dégâts qu'ils engendrent dans notre camp au quotidien. Ma propre petite sœur, même père, même mère, Kovinapou, un virus plein de vie et promis un avenir radieux dans le métier, a été sauvagement abattu par du gel hydroalcoolique. Son postillon de transport a atterri sur la main d'un maniaque qui lavait ses mains à peu près toutes les 30 minutes. Elle n'a pas supporté. On l'a enterré hier au cimetière de Covidsville. Virus n'est rien. Tout ça pour vous dire de rester concentré. Respectez scrupuleusement les recommandations sanitaires pour freiner notre évasion, laissant ainsi temps aux chercheurs à travers le monde
qui s'activent jour et nuit pour trouver un remède efficace. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci pour tout. Que Dieu nous garde. We back, nous sommes de retour. Des applaudissements pour Michael Zouzoukoff. Voilà, merci Michael, je trouve ça très ingénieux cette façon de sensibiliser à travers cette petite vidéo. Je vous fais rapidement l'histoire, hein. C'est un virus, donc un Covid, ça se dit, hein, un virus Covid-19 qui a déserté, voilà, parce que sa sœur Covinatu a été tuée par on va dire par du gel, par quelqu'un qui avait l'habitude de se laver les mains au gel. Et donc, il s'est mis du côté de tous ceux de la sensibilisation, en fait, du camp de tous ceux qui sensibilisent, pour nous dire ne méprisez pas ces petits gestes parce qu'ils ont des effets dévastateurs dans toute la compagnie des virus Covid-19. C'est drôle, on en a ri, mais le message est vraiment passé. Merci encore, Michael. Et puis, si vous avez des petites vidéos comme ça, très créatives, des petites productions, n'hésitez pas, envoyez-les-moi. On les partagera dans cette émission pour justement continuer à sensibiliser ensemble parce que c'est notre responsabilité commune. Allez, docteur, vous avez vu cette vidéo, vous voulez faire moi, je trouve petit ça mot? fantastique. Oui. Parce que pour passer un message, il y a différentes façons. Il y a les manières officielles, il y a les artistes qui se sont mis aussi à chanter. Là, je vois que c'est un humoriste de façon humoristique. Il y a des messages, il y a d'autres, c'est juste des gestes, comme pour la sensibilisation des enfants. Il y a ce que vous faites en m'invitant tous les jours, parce qu'une population est composée de plusieurs personnes. Effectivement. Et chacun a son entendement. Il y en a, ça passe mieux par les discours officiels. Il y en a que ça passe mieux par ce genre de message. Mais moi, j'ai bien compris le message. Donc, c'est très, très bien. Il y en a qui comprennent. Un joli film d'animation, en tout cas. Il y en a qui comprennent aussi par la violence. Il y a des gens, il faut être violent avec eux pour que le message passe. Vous voulez parler de punition, de répression? De punition, de répression, oui. Non, mais il y en a qui veulent voir les morts ou les malades et tout de façon macabre pour qu'ils comprennent. Vous voyez, c'est... Un peu comme les tortues et le feu. Okay. Allez, Police Agathon, on va s'adresser à vous maintenant pour le point. D'accord. Le point du jour, Covid-19 en Côte d'Ivoire. D'accord, disons le point de la situation au 25 mai 2020. 2423 cas confirmés de personnes atteintes du coronavirus ont été enregistrés sur le territoire ivoirien. On a 1257 personnes guéries et 1136 personnes en traitement. N'oublions pas de signifier qu'il y a également 30 personnes décédées. Donc, on continue la sensibilisation. Merci beaucoup, mon très cher. Alors, commencez à organiser vos questions. Question de notre Internet base. Avant que je n'oublie les centres d'isolement. Il faut qu'on en parle. Hein. Un tout petit mot, docteur. Oui, en fait, les gens ont peur des centres d'isolement. Mais évidemment, moi, j'ai rencontré quelques personnes qui y étaient ou qui y sont. Franchement, il n'y a pas à avoir peur. Et j'ai vu les menus. Ils mangent très bien. Le matin, ils ont petit déjeuner avec des croissants. À midi, entrée, plat, dessert. Le soir aussi. Et ils arrivent à se retrouver en restant devant leur porte, à discuter. Il y a des liens qui se créent. Il y a des familles entières qui sont là-bas. Mais par contre, quand vous écoutez les témoignages... J'espère qu'ils ont la télé là-bas aussi pour nous suivre. Ils ont tout. D'accord. Et il y a le Wi-Fi, il y a la télé, il y a tout. C'est top. Et il y en a même qui ne veulent plus sortir parce que j'ai appris qu'il y en a un, je ne sais pas comment il s'arrange, mais son test est tout le temps négatif. Et positif. Ça fait au moins 3 semaines qu'il est là-bas. Donc je ne sais pas comment il s'arrange, mais il ne veut plus sortir. Et très sincèrement, mais par contre, quand j'ai reçu le feedback des témoignages de ceux qui y sont, c'est terrible. La stigmatisation. Donc, il y a des psychologues qui vont les voir parce qu'il y a des gens dans les quartiers qui ne veulent carrément plus les fréquenter ou acheter leurs marchandises. Donc, il y a des familles entières avec des bébés qui sont dans les centres d'isolement. Et il y en a un, il paraît qu'on lui a célébré les funérailles. Il y en a un autre qu'on a annoncé à la mosquée. Donc, quand il est sorti, tout le monde s'est écarté. Donc, la stigmatisation, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Mais on a organisé ces funérailles avant qu'ils rentrent dans le centre. Donc, le premier jour, ils sont effrayés, mais après, ils sont détendus. Moi, j'ai reçu des vidéos. Franchement, j'en ai qui sont libérés, que j'ai vues.
Franchement, c'est difficile de venir témoigner sur le plateau parce que les gens des quartiers et dans les villages ne veulent plus les voir. C'est ça qui est le plus dangereux, ça tue plus que Corona. Et ils sont sains. Ils n'ont pas de maladie particulière, mais on les a isolés. En tout cas, merci beaucoup, docteur, de mettre le doigt sur cette situation. Nous allons évoluer dans nos échanges avec, cette fois-ci, les questions de nos chers followers. J'ai les vidéos. Oui, et on a parlé entre autres des personnes guéries. Nous avons la question de Bassiri Mandiarasuba. Il dit, est-ce que quelque part, les personnes guéries n'ont pas un rôle à jouer dans cette lutte contre le coronavirus là? Justement, on les a tellement stigmatisés avant qu'ils ne rentrent dans le centre d'isolement, que les quartiers ne veulent plus les voir, etc., qu'il est difficile de les faire venir sur un plateau, alors qu'ils ont un rôle de sensibilisation. Ils ont un réel rôle de témoignage. Est-ce que vous les accompagnez avec des psychologues, par exemple? Là-bas, dans les centres d'isolement, il y a les médecins, il y a les infirmiers, il y a des psychologues, il y a tout. Et malgré le travail des psychologues, ils n'arrivent pas Non, à vouloir... Le problème, ce n'est pas eux, c'est comment est-ce que la société refuse un peu de les Maintenant, accepter. il faut travailler peut-être sur la réinsertion, le retour. En fait, je pense que ce qui manque, c'est que quand il y a un isolé, les psychologues, ils devraient aller rendre visite à l'environnement immédiat. Maintenant qu'on a entendu ce genre de témoignage, peut-être que ça sera fait pour dire qu'il n'est pas pestiféré. Et les gens dans les communautés pensent qu'il n'y a pas d'autres maladies, qu'il n'y a que cette maladie-là. C'est ça qui est le plus grave. D'accord. Comme s'ils avaient la peste ou la gale ou le sida ou je ne sais pas. D'accord. On a une petite vidéo qui a été, que vous nous avez préparée. Déjà, c'est quoi l'orientation du message de cette vidéo? En fait, il faut la remettre au début. C'est pour la rentrée scolaire. Oui. Vous avez des enfants qui portent des lunettes ou des adultes. Cette petite vidéo-là permet de placer sur les lunettes des petits boutons. Avec 2 élastiques, vous faites glisser le bouton à l'intérieur du bouton dans la branche de la lunette. Ça ne bouge plus. Et comme ça, l'enfant ou l'adulte, au lieu de retirer ses lunettes et remettre et tout, il n'a plus qu'à accrocher sur... vous voyez, et ça ne bouge plus. Donc l'intérêt, c'est de protéger les yeux c'est de protéger... en Non, parce que quand on porte des lunettes, il faut les enlever, les manipuler, les enlever, mettre le masque, remettre. D'accord. Pour un enfant, ça peut être compliqué. Mais s'il a son petit bouton, on met juste... Ah d'accord, donc le bouton sert à accrocher le masque. L'élastique du masque. Au lieu de traficoter entre les oreilles et les élastiques. D'accord, je comprends. Parce que c'est pas facile pour un enfant, les lunettes, l'élastique, les oreilles. D'accord. Ce sont des adultes, mais je pensais aux enfants que la maman peut faire ça avant de l'envoyer à l'école. Il a 2 petits boutons sur ses lunettes et il accroche le masque dessus. En tout cas, parce qu'on a vu tous nos élèves masqués. Je ne sais plus combien de millions de masques le ministère de l'Éducation nationale a distribué pour les élèves. Je ne sais pas si c'est 8 millions ou quelque chose comme ça. Donc, ils ont des masques. Et maintenant, il faut savoir comment... les fixer pour... Oui, et ça, c'est très pratique. D'accord, en tout cas, c'est bon. À condition que les lunettes soient utiles, au fait, nécessaires. Ce sont des lunettes pharmaceutiques. On peut comprendre. Je parle des lunettes qui font malin. Non, pas les lunettes de Dr Philo. Moi, je parle d'un enfant myope. Excusez-moi, docteur, avec tout le respect que je dois, c'est des lunettes synthétiques. Je sais de quoi je parle. Moi, je vois des choses. C'est justement ça. C'est justement ça. Synthétique. Oh mon Dieu. Bon, d'accord. Allez, l'enchaînement. D'accord. Alors, Jean Loukou, il dit nous savons que parmi les personnes exposées à la Covid-19, donc les personnes fragiles, on a les diabétiques. Mais est-ce que les personnes atteintes du VIH ne sont également pas vulnérables à la pandémie? Évidemment que si, puisqu'il y a une baisse d'immunité. De toute façon, pour les 3/4 des maladies, le problème, c'est la baisse d'immunité. Donc, et il faut continuer à faire son traitement habituel, puisque de nombreuses personnes qui ont le VIH sont en trithérapie, sont en soins, et surtout contacter son médecin au moindre signe
qui s'est aggravé ou inhabituel. Ne pas attendre. D'accord. Ça tombe bien que la question soit posée. On revient à cette notion de système immunitaire. Qu'est-ce qu'il faut proposer, par exemple, aux enfants pour le goûter ou, je sais pas, le petit repas, le casse-croûte à l'école pour continuer à rester dans cette dynamique de renforcement du système immunitaire? Y a-t-il des recommandations? Le meilleur goûter pour un enfant, c'est un petit morceau de pain, un petit morceau de chocolat ou quelque chose, ou dans le pain. Du pain, c'est le meilleur, c'est le plus sain, et peut-être une petite pomme si on peut. Mais le plus équilibré, moins de gras possible, c'est un morceau de pain avec quelque chose, ou un bout de fromage, ou enfin quelque chose qu'on peut mettre dans le pain, le moins de gras possible, et un fruit. D'accord. Et un petit, si possible, de l'eau, et le moins de soda possible. D'accord. Le soda, c'est à éviter. Hein, c'est à bannir. Vaut mieux prendre un petit sirop. Il y a des sirops qu'on vend et qui se font aussi à la maison. Hein, ou un jus de fruits fait maison. Même un petit sirop fait maison pour parfumer l'eau. Mais vaut mieux habituer l'enfant à boire de l'eau minérale ou de l'eau saine. D'accord. Mais les sodas, ça doit être réservé pour les fêtes. Comme le champagne ou le vin, pour la fête. Pour certains, champagne et vin, c'est quotidien. Hein. D'accord. Allez, Monsieur Gaton, avez-vous une autre préoccupation? Oui, celle de la dernière. Oui, Luku Kofi Florent. Il dit, c'est vrai qu'en général, quand il y a des décès, on annonce les causes. Mais est-ce qu'il y a des personnes fragiles, donc des diabétiques ou des personnes atteintes du VIH qui ont pu survivre à la maladie, qui ont été guéries en fait? Évidemment. Ouais. Les 1080, je ne sais plus combien ils sont. Il y a des hypertendus, il y a des diabétiques, il y a toutes sortes de maladies qui sortent. Et ce sont des gens qui n'ont pas attendu la dernière minute pour appeler leur médecin ou qui ont continué à suivre leur traitement. Et un diabétique, ce n'est pas seulement l'alimentation qu'il doit surveiller, mais il y a aussi faire un peu de marche. 2-3 fois par semaine, 30 minutes, déjà, ça fait bouger le corps. Pour toute maladie, c'est important de bouger. D'accord. Merci beaucoup, Dr Linda Caboret. Je voudrais saluer... On ne meurt pas de corona comme ça. Vous avez vu le nombre de taux de guérison? On n'en a que 30 sur 2000. Ah ouais. D'accord. En tout cas, bon pour le moral par ces temps. Je voudrais saluer l'harmonie de vos couleurs. Hein, même avec le masque. C'est très sympa. Et les chaussures, j'avais pas fait attention. Désolé de ma position, je ne vois pas bien. Assis en plus, d'accord, ok. C'est cool. Allez, merci à Cassandra, merci à Dr Philo pour le bon sourire, merci à vous, cher Paulus, merci à toute l'équipe technique, tous les potes derrière la caméra, SP aussi, salut. Et puis merci à vous surtout, parce que vous êtes également la fierté de cette émission, la belle audience que vous constituez pour nous. Je vous souhaite le plus beau des mardis, et demain, elle sera là, Caroline Da Silva, pour vous accompagner jusqu'à jeudi, vendredi, émission spéciale pour vous. On vous souhaite une trop belle semaine, fructueuse. Et bénédiction chez vous. Au revoir.